suis ravi de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo où on va aborder donc la pêche en gravière. Et ce qui est génial avec la pêche en gravière, c'est qu'on en retrouve partout sur le territoire français. Et ça va finalement de gravières de moins d'1 hectare à plusieurs centaines d'hectares pour les plus grandes d'entre elles en France. Leur point commun à toutes ces gravières, qui sont finalement très différentes parce que certaines sont très profondes avec des berges abruptes et des profondeurs qui peuvent dépasser parfois, et je l'ai vu, plus de 20 mètres, ou encore d'autres qui sont très peu profondes et riches en herbiers. Leur point commun malgré tout, c'est le fait qu'elles sont alimentées par des nappes phréatiques et une eau cristalline d'excellente qualité, favorable en fait au développement de la nourriture naturelle, et notamment aux herbiers. Qui dit développement de la nourriture naturelle, évidemment, et si le cheptel n'est pas trop important, eh bien ça produit des poissons exceptionnels. Et voilà pourquoi on voit depuis plus de 15 ans maintenant des poissons records qui naissent finalement de ces gravières, tout simplement parce que les poissons ont de quoi s'alimenter et de grandir. Au fil des années, plus de 15 ans maintenant à pêcher beaucoup plus assidûment les gravières, alors que je pêchais nettement beaucoup plus les grands lacs par le passé, eh bien j'ai développé toute une approche, tant en matière de localisation que sur la partie stratégie d'amorçage, les appâts ou encore les montages, et c'est ce que je vais vous proposer de découvrir à travers cette vidéo. Lorsque j'arrive sur une eau, pour moi un élément très important c'est la localisation, et donc je vais prendre le temps qu'il faut pour localiser les poissons. Plutôt que jeter mon dévolu au hasard et finalement de me retrouver après 24 heures de pêche stérile à devoir déménager et relancer toute ma pêche. Donc je préfère prendre le temps d'observer, et surtout sur des eaux comme celle-ci où c'est assez facile d'observer parce que voilà, cette gravière elle est de dimension humaine, on peut en faire le tour facilement à pied, ou on peut prendre la voiture pour accéder aux postes les plus éloignés. On peut prendre vraiment le temps de voir s'il y a des signes d'activité de poissons. Et pour moi ça c'est déterminant. Alors ce qu'on a vu, c'est quelques poissons qui étaient en maraude sur le bord. Ben voilà, c'est une indication. Je pense qu'il faudra et à la fois pêcher en pleine eau, mais aussi ne pas oublier les bordures qui peuvent sans doute payer. La caméra, pour moi, c'est vraiment un outil extraordinaire parce qu'il va me permettre de vraiment voir dans le fond s'il y a la présence par exemple d'une fine couche d'herbe, ou bien alors si la vase est très liquide, ou si à l'inverse c'est peut-être de l'argile ou un léger sable avec recouvert d'une petite épaisseur de vase. Bref, avec la caméra, on voit exactement ce qu'il y a dans le fond. Donc ça, c'est extraordinaire. L'autre point, je dirais, très avantageux en eau profonde de la caméra, c'est d'identifier vraiment les grouinements des carpes. Car lorsque des zones sont fréquentées par les carpes, on voit des grouinements en fait, de carpes. Donc ça fait comme des cratères, si vous voulez, dans le fond. Et là, vraiment, ça veut dire que les poissons viennent s'alimenter. Avec la caméra, on le voit. Et c'est donc l'assurance de pêcher sur une zone intéressante. Et ensuite, il suffit finalement d'amorcer avec les bons appâts et également avec un montage adapté. Et là, on peut réussir à faire des poissons. Au niveau du montage pour la pleine eau, donc il s'agit donc de mon cadet rig. Donc voilà le montage que j'utilise en pleine eau lorsque le substrat est plutôt vaseux ou si le fond est sableux. Une présentation donc juste équilibrée qui repose donc sur un bonhomme de neige, là composé donc d'une bouillette 18 mm Culturette qui offre l'avantage d'être extrêmement attractive. La Culturette, c'est une bouillette dense qui est assez dure et qui est enrobée d'une peau, une peau qui est riche donc, en attractants, qui est non cuite, riche en enzymes. Donc vraiment en termes d'attraction, c'est ce qui se fait de mieux en fait en termes d'èche. Et puis dessus, je vais mettre une pop-up, là en l'occurrence 15 mm, en Scopex Squid, sur lequel j'ai mis un coup de spray Scopex Squid. Et l'avantage de la pop-up, c'est qu'elle est blanche et donc elle donne un petit côté visuel supplémentaire, ce qui n'est pas inintéressant. Voilà un peu pour au niveau montage ce que je suis amené à utiliser dans cette eau.
Comme je le disais, c'est pas toutes les bordures qui sont intéressantes. Il faut réussir à identifier en bordure là où les poissons ont pris l'habitude de s'alimenter. Et là, on est vraiment sur une zone où on arrive à distinguer le couloir qui a été en fait créé par les carpes. À force de passer, de fouiller le fond, eh bien, il n'y a plus de substrat sur le fond, de substrat vaseux. Il n'y a plus de dépôt en fait, et c'est beaucoup plus clair. Donc elles ont vraiment nettoyé le fond. Et on le voit là entre cet arbre qui est juste là et dans tout le prolongement en fait, sur quasiment 6 mètres là, donc c'est vraiment une tâche très importante. Les poissons, c'est sûr, viennent visiter la zone. Donc là, ça vaut vraiment le coup en fait, de positionner une canne sur ce type de spot parce qu'on a voilà, plus de chances, on met plus de chances de son côté. Ce que j'ai pour habitude de faire d'ailleurs, c'est toujours de mettre mon montage en limite de zone propre et de zone sale. Autrement dit, le montage lui repose sur la zone propre. Par contre, j'essaie de faire en sorte que mon corps de ligne ne traverse pas, ou mon corps intermédiaire de ligne ne traverse pas en fait la zone propre. Et ensuite, j'amorce en fait le long de la tâche avec mes quelques poignées de particules et de billes. Puisque, comme je le disais, voilà, c'est vraiment un amorçage pour une touche, un poisson. Pour ce qui est de la partie de pêche de cette nuit, pas de touche, quelques bips sur une des cannes que j'ai tout de suite d'ailleurs vérifié avec l'aquascope et j'ai découvert que cette canne avait été nettoyée. L'amorçage a été nettoyé, donc c'est ça qui est super intéressant. Le montage est encore sur place, donc j'ai un changement à effectuer au niveau du montage, ça c'est sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça a été nettoyé. J'ai aussi observé avec l'aquascope une autre canne qui est en faible profondeur, en bordure, et là, en fait, tous les appâts sont sur place. Donc, j'ai au moins une canne qui potentiellement peut me rapporter un poisson. Il suffit juste de trouver le bon montage. Et je pense que compte tenu de la berge qui est très abrupte, je vais pouvoir opter pour un montage de type Injure Rig qui m'a valu bon nombre de captures en fait, dans ces conditions de pêche. On l'a vu aussi ici, avec les enchevêtrements de branches en bordure. Si on veut avoir la certitude que ce montage pêche bien, de la même manière que pour les blocs de roche, avoir un appât décollé, c'est avoir l'assurance d'avoir un appât plus visible des poissons. Donc le Injure, en fait, il repose sur deux sections. Une section en fluorocarbone, là ici en 25, parce qu'il y a quand même des obstacles, 25 lbs. Un émerillon avec un gros arnaud qui est très articulé et qui permet à l'appât vraiment de travailler en toute liberté. De la poutie, de la pâte plombée, qui permet en fait justement de lester la pop-up. Ici, c'est une pop-up Scopex Squid de 18 mm. Donc c'est un appât qui est assez visible, mais qui n'est pas de trop petite taille, parce qu'ici, par exemple, il y a pas mal de poissons blancs, donc je veux quand même éviter de prendre trop de nuisibles. Donc pour les sélectionner, voilà pourquoi je mets une 18. Ensuite, j'ai tout simplement du Chod. Donc le Chod Link, son avantage, c'est que c'est un matériel qui est extrêmement rigide. Et une fois qu'on l'a tendu très fortement, eh bien, il reste vraiment droit. Et donc, ça permet d'avoir une présentation qui est toujours la même et une présentation parfaitement agressive pour une présentation flottante. Ensuite, là, j'utilise un hameçon Chod Claw. Donc, le Chod Claw,
C'est comme le traditionnel clos, sauf que l'œillet de l'hameçon est extérieur avec un angle de 20 degrés, ce qui lui permet une bonne présentation sur un matériel rigide comme le Tjodlink. Ensuite, j'ai réalisé tout simplement le D-rig traditionnel, sur lequel j'ai positionné un petit émerillon, et ensuite ma pop-up qui vient être placée avec un stop, ou tout simplement ça peut être du bed floss qui est brûlé en extrémité, voilà, au choix. Donc voilà la présentation que j'ai pour habitude d'utiliser, avec, comme je le disais, différentes tailles au niveau de la présentation flottante. Tout va dépendre des blocs de cailloux, des branches et des obstacles en présence qui viendraient à nuire à ma présentation. Et bien voilà, une touche en plein milieu de l'après-midi sur une canne située en Inger, en bordure. C'est un spot qui n'avait pas produit du tout de touche depuis 24 heures. J'ai insisté avec des rappels régulièrement au Cobra parce que c'est accessible. Et voilà le cadeau. Je suis super content. Une belle commune. Ah, bien énergique. Avec lequel j'ai terminé le combat en plein milieu du plan d'eau. Voilà, la journée se termine après plusieurs touches cet après-midi sur une pêche d'extra bordure. Évidemment, le spot, comme je le disais, il y a quelques enchevêtrements de branches, etc. On va la jouer safe. On a fait du poisson. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai rapatrié 2 cannes en pleine eau ici. Je suis assez confiant parce que j'ai fait des rappels régulièrement sur mes 2 plots, mes 2 marqueurs. Et j'ai vraiment envie de faire un poisson en pleine eau. Donc je vais essayer. Et puis, il me reste malgré tout dans la baie, sur ma baie de droite, 2 cannes qui prospectent la bordure et qui, elles, peuvent être fort intéressantes pour la nuit puisqu'elles sont dans 3 mètres d'eau et l'une est dans 3 mètres et je dirais que l'autre est à peu près dans 2,50. Donc l'une en Inger, l'autre en équilibré, et les deux cannes qui vont aller sur les 2 plots que j'ai bien réamorcés copieusement, comme je le disais, j'ai amorcé vraiment avec, très largement avec de la bille. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir faire rentrer et déclencher un peu du poisson. Et puis peut-être essayer de faire des poissons un peu plus gros. Voilà, en tout cas, c'est mon souhait. Quelle surprise! Une surprise de taille, c'est clair, sur l'amorçage donc en pleine eau. J'ai insisté, je m'étais dit que ça pouvait vraiment basculer à tout moment. Et regardez-moi ce poisson, une massive commune. Regardez-moi ce fiche. Un poisson que j'ai déjà eu l'occasion de croiser il y a 2 ans. Je suis vraiment super content de la retrouver. De 22 kg. Regardez-moi ce poisson. Avec tout en longueur, avec un gros bide, sans doute des œufs, à l'approche de la période de frai. De toute évidence, c'est une femelle. Je suis refait. Bon, eh bien, on va la relâcher. Elle a bien mérité. Bon, c'était vraiment un super moment pour moi de redécouvrir ce poisson 2 ans plus tard. J'espère qu'il y a d'autres grosses pièces comme celle-ci. Et c'est tout l'espoir que j'ai. Allez, ma belle. À bientôt peut-être.
Allez ma belle. Superbe. Dans une eau cristalline comme ça, c'est juste extraordinaire. Pour ce qui est des cannes les plus profondes, donc ici sur des cannes positionnées dans 12 et 13 mètres d'eau, c'est vrai qu'elle est très profonde comme gravière. J'ai eu recours en amorçage à différents diamètres de bouillettes. Alors pourquoi différents diamètres? Pour jouer un peu avec la méfiance des poissons, c'est un premier point, mais c'est aussi surtout qu'avec des petits diamètres, je vais avoir tendance à couvrir une plus large zone qu'avec des plus gros diamètres. C'est pour ça que j'aime bien multiplier les diamètres, du 12, du 15, du 18, du 20, c'est un petit peu ce que j'utilise là durant cette session. Ensuite, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est vraiment de napper mon amorçage, mes billes de sirup, quasiment toute une nuit, pour vraiment que ça s'imprègne dans la bouillette et qu'elle soit le plus attractive possible et que ça marque bien le fond. Je saupoudre aussi de stick mix, qui est très gras et qui est très riche, très attractif, et ça donne, je trouve, un vrai coup de fouet. En fait, je trouve la différence et j'aime beaucoup utiliser ce mélange. À côté de ça, j'hésite pas à broyer des bouillettes et à utiliser des flecks. Ça m'amène vraiment, quand je mélange avec le dip, une sorte de pâte d'enrobage en fait autour de mes bouillettes, et je trouve ça très intéressant. Donc voilà ce que j'utilise. Pour ce qui est de la bordure, mon approche a été un peu différente. J'ai plutôt utilisé une vraie proportion de flecks à l'état comme il est présenté dans le sac, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et évidemment les flecks c'est très léger, donc ça va avoir tendance à s'étaler dans le fond. Ça a une forte propension finalement à s'étaler dans le fond. On ne peut évidemment pas les utiliser en eau profonde, sauf si on les intègre à une boule de farine, mais là en l'occurrence j'en ai pas utilisé. Et donc sur la bordure, j'ai utilisé donc des flecks, mais aussi des billes, certaines billes coupées en deux d'ailleurs, et puis des particules. Donc les particules ici, c'est des noix tigrées broyées, mais aussi du chènevis. Voilà, c'est ce mélange-là que j'ai plutôt utilisé, auquel j'ai eu recours. J'ai aussi accompagné chacune de mes cannes de stick mix, non seulement pour avoir en ultra wave, parce que ça fond l'ultra wave en fait a cette qualité, c'est qu'il est plus épais que le classique et finalement il a le temps de descendre sans fondre. Et je l'utilise en fait tout simplement pour à la fois avoir le bedding qui se présente bien sur le fond, mais aussi pour marquer le fond. Voilà en ce qui concerne mon amorçage sur les deux types d'approches, en eau profonde et en eau peu profonde, et que j'utilise non seulement dans cette session, mais aussi d'une manière générale sur la plupart des gravières que je suis amené à pêcher. Un petit poisson, une linéaire, regarde-moi ça. J'ai tenté dans cette vidéo de résumer, de concentrer en fait l'ensemble des stratégies, amorçage, montage, appât que je suis amené à utiliser en fait en gravière, mais aussi tous les outils que je peux être amené à utiliser pour être encore plus efficace et plus rapide en action de pêche. On l'a vu dans le cadre de cette partie de pêche, ça n'a pas été forcément très simple au départ, et puis finalement en redistribuant ma pêche, en utilisant mes différents outils, et puis aussi en travaillant sur la localisation des spots, des couloirs, comme on l'a vu, en bordure, et bien on a pu prendre à la fois des poissons sur les bordures, mais aussi en pleine eau avec des amorçages plus construits. Et je dois dire que toutes ces approches-là m'ont permis eh bien, de faire du poisson un peu partout, sur toutes les gravières que j'ai été amené à pêcher, et j'en ai pêché beaucoup. Je dois dire que ici, il y a de l'herbe beaucoup en grande profondeur, et très peu, assez curieusement, sur les bordures. Pour tout ce qui est gravière, où il y a beaucoup d'herbe, je dirais même sur la totalité des gravières, il y en a pas mal, hein, des gravières avec beaucoup d'herbe partout. Dans ces cas de figure-là, n'hésitez pas à prendre votre bateau, à naviguer, à essayer de détecter en fait
des trouées parmi ces herbiers. Souvent, ces trouées contrastent avec le fond parce qu'elles ont été nettoyées, elles sont beaucoup plus claires et une paire de polarisantes parfois suffit dans ce contexte-là. Si je pêche les gravières, c'est aussi pour ces raisons, c'est très technique. On voit qu'elles sont très différentes, très diversifiées et finalement, c'est un peu comme des puzzles à rassembler et ça sur des courtes sessions. Je trouve ça super challengeant, super intéressant. Il y a vraiment matière à s'améliorer, à se perfectionner. Et puis, les gravières réservent toujours des belles surprises. Il y a des très beaux poissons qui nagent dans les gravières françaises. Et donc voilà pourquoi j'encourage tout le monde à pêcher ce type d'eau. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Moi il me reste encore quelques heures de pêche. Je croise les doigts en espérant pouvoir remettre un beau poisson à l'épuisette. Et voilà le dernier poisson de cette session. Il restait une canne sur le rod pod. Il y a eu quelques bips mais rien de plus, pas de départ. Et en allant chercher la canne, je suis parti sans épuisette évidemment parce que je pensais vraiment pas, je pensais que le plomb était juste coincé dans les herbiers. Regardez-moi ça. Donc il y a beaucoup d'herbes ici par grande profondeur, c'est curieux mais c'est comme ça. Et voilà, cadeau, Thierry est venu à ma rescousse avec une épuisette évidemment, pour pouvoir épuiser ce poisson. Regardez-moi cette miroir, une magnifique robe, quelques écailles épars sur le corps. Ah vraiment, les poissons sont de toute beauté ici. Et c'est parfait pour terminer cette session.